Une série de cartes postales anciennes de la collection de Gérard Voisin nous retrace l'aventure des pères des missions africaines, ces ardents pionniers du Christ et merveilleux propagateurs de l'influence française, comme on peut le lire au dos de cette carte postale. Le missionnaire, personnage mythique en ce début du XXe siècle, a fait de nombreux émules. Dès l'âge de 11-12 ans, de jeunes garçons rêvent de partir et de donner leur vie dans ces contrées sauvages. Des séminaires ont vu le jour. Ainsi, les missions africaines ont construit un petit séminaire appelé École apostolique à Rezé, dans la région de Nantes. Ces jeunes suivent une formation scolaire classique sanctionnée par des diplômes d'État. Mais en même temps, ils sont sensibilisés très tôt à l'Afrique. Ce sont les missionnaires eux-mêmes qui donnent l'enseignement. Ils ont souvent derrière eux plusieurs années de mission. Partir en Afrique, c'était l'aventure. Il n'y avait pas encore d'infrastructure pour se déplacer à travers le pays. Le missionnaire ne reste pas uniquement dans les grands centres, mais il s'en va à la rencontre des Africains au plus profond de la brousse. Pour cela, il emprunte les moyens de locomotion du lieu, des pirogues légères pour traverser fleuves et lagunes. La moto connaît rapidement un vif succès, car elle peut passer sur des sentiers impossibles aux 4 roues. L'image du missionnaire dans une chaise à porteur peut choquer aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est essentiellement pour répondre dignement à l'invitation d'un chef coutumier que le missionnaire utilise ce moyen de transport. Le plus souvent, la tournée en brousse s'effectue à pied ou avec une bicyclette que l'on peut facilement porter dans les endroits marécageux. Avec les moyens du bord, le missionnaire construit des chapelles qui souvent servent d'école. Ces constructions sont assez proches du modèle des habitations locales. Elles sont recouvertes de chaume ou de feuilles de palmier tressées. Dans un souci d'inculturation, certains lieux de culte empruntent à l'art africain. L'église de Natitingou de l'époque n'est pas sans rappeler le Tata Somba, habitation du Nord Bénin en forme de petit château. Dans les grands centres, ce sont des bâtisses plus imposantes pour exprimer la solidité de l'implantation de l'église. Partir en Afrique, annoncer Jésus-Christ, est le but du missionnaire. Mais cette annonce passe par l'engagement dans la promotion humaine. Pour rejoindre la population, le missionnaire s'est lancé dans la création d'écoles contribuant à l'émergence d'une élite. Ainsi, le Dahomey a été surnommé le quartier latin de l'Afrique. Il fournissait de nombreux employés et fonctionnaires pour les services administratifs des colonies françaises. Le souci de la formation s'étendait aussi aux écoles professionnelles, afin de donner un métier aux jeunes dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie ou de l'agriculture. Le missionnaire a fait naître des communautés chrétiennes. Les catéchistes formés par lui sont une aide indispensable dans la naissance et la croissance de ces communautés. Au début en Afrique, le clergé était essentiellement composé d'occidentaux. Pour permettre aux églises locales de devenir rapidement autonomes, les missions africaines ont concentré leurs efforts dans la formation d'un clergé local. Comme en France, des petits et grands séminaires ont vu le jour. De ceux-ci est sorti un clergé autochtone important. L'Église est devenue indépendante avec ses évêques et ses prêtres et même ses missionnaires. Dans l'œuvre de promotion humaine, il faut noter la place des religieuses qui, elles aussi, sont de véritables pionnières. Elles n'ont pas eu peur de quitter leur pays et leur confort
pour partir au service de l'Africain, spécialement le plus abandonné. Parmi les principales collaboratrices des missions africaines, on peut nommer les sœurs Notre-Dame des Apôtres et les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Elles assistent le missionnaire dans l'enseignement du catéchisme et se consacrent spécialement dans la promotion de la femme africaine. Formation, accueil de jeunes filles dans les internats, enseignement, visite aux malades, dispensaires. Très tôt, elles reçoivent au sein de leur congrégation des jeunes filles africaines désireuses de vivre comme elles. Elles donnent ainsi naissance à des congrégations autochtones. À cette époque, celui qui partait aux colonies était persuadé qu'il apportait les bienfaits d'une civilisation à un pays vivant dans l'obscurantisme. La culture africaine étant transmise de bouche à oreille, les premiers voyageurs ont cru que c'étaient des peuples sauvages et sans culture qu'ils rencontraient. Il a fallu des missionnaires, comme le père Aupiet, pour lutter contre les préjugés de l'époque. En 1925, avec Paul Razoumé, futur écrivain béninois, il a créé la revue Reconnaissance africaine pour aider les jeunes étudiants à collecter auprès de leurs familles les richesses culturelles transmises de génération en génération et pour essayer d'ouvrir l'Occident à la culture nègre. Cette dernière a eu une très grande influence sur l'art moderne. À l'aide d'expositions et avec la création d'un musée africain, les missions africaines ont contribué à faire connaître la civilisation et l'art africain à travers les objets quotidiens et rituels de ces pays. Cette congrégation est encore aujourd'hui un lieu d'échange entre l'Occident et les pays d'Afrique. Une série de cartes postales anciennes de la collection de Gérard Voisin nous retrace l'aventure des pères des missions africaines, ces ardents pionniers du Christ et merveilleux propagateurs de l'influence française, comme on peut le lire au dos de cette carte postale. Le missionnaire, personnage mythique en ce début du XXe siècle, a fait de nombreux émules. Dès l'âge de 11-12 ans, de jeunes garçons rêvent de partir et de donner leur vie dans ces contrées sauvages. Des séminaires ont vu le jour. Ainsi, les missions africaines ont construit un petit séminaire appelé École apostolique à Rezé, dans la région de Nantes. Ces jeunes suivent une formation scolaire classique sanctionnée par des diplômes d'État. Mais en même temps, ils sont sensibilisés très tôt à l'Afrique. Ce sont les missionnaires eux-mêmes qui donnent l'enseignement. Ils ont souvent derrière eux plusieurs années de mission. Partir en Afrique, c'était l'aventure. Il n'y avait pas encore d'infrastructure pour se déplacer à travers le pays. Le missionnaire ne reste pas uniquement dans les grands centres, mais il s'en va à la rencontre des Africains au plus profond de la brousse. Pour cela, il emprunte les moyens de locomotion du lieu, des pirogues légères pour traverser fleuves et lagunes. La moto connaît rapidement un vif succès, car elle peut passer sur des sentiers impossibles aux 4 roues.
L'image du missionnaire dans une chaise à porteur peut choquer aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est essentiellement pour répondre dignement à l'invitation d'un chef coutumier que le missionnaire utilise ce moyen de transport. Le plus souvent, la tournée en brousse s'effectue à pied ou avec une bicyclette que l'on peut facilement porter dans les endroits marécageux. Avec les moyens du bord, le missionnaire construit des chapelles qui souvent servent d'école. Ces constructions sont assez proches du modèle des habitations locales. Elles sont recouvertes de chaume ou de feuilles de palmier tressées. Dans un souci d'inculturation, certains lieux de culte empruntent à l'art africain. L'église de Natitingou de l'époque n'est pas sans rappeler le Tata Somba, habitation du Nord Bénin en forme de petit château. Dans les grands centres, ce sont des bâtisses plus imposantes pour exprimer la solidité de l'implantation de l'Église. Partir en Afrique, annoncer Jésus-Christ, est le but du missionnaire. Mais cette annonce passe par l'engagement dans la promotion humaine. Pour rejoindre la population, le missionnaire s'est lancé dans la création d'écoles contribuant à l'émergence d'une élite. Ainsi, le Dahomey a été surnommé le quartier latin de l'Afrique. Il fournissait de nombreux employés et fonctionnaires pour les services administratifs des colonies françaises. Le souci de la formation s'étendait aussi aux écoles professionnelles, afin de donner un métier aux jeunes dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie ou de l'agriculture. Le missionnaire a fait naître des communautés chrétiennes. Les catéchistes formés par lui sont une aide indispensable dans la naissance et la croissance de ces communautés. Au début en Afrique, le clergé était essentiellement composé d'occidentaux. Pour permettre aux églises locales de devenir rapidement autonomes, les missions africaines ont concentré leurs efforts dans la formation d'un clergé local. Comme en France, des petits et grands séminaires ont vu le jour. De ceux-ci est sorti un clergé autochtone important. L'Église est devenue indépendante avec ses évêques et ses prêtres et même ses missionnaires. Dans l'œuvre de promotion humaine, il faut noter la place des religieuses qui, elles aussi, sont de véritables pionnières. Elles n'ont pas eu peur de quitter leur pays et leur confort pour partir au service de l'Africain, spécialement le plus abandonné. Parmi les principales collaboratrices des missions africaines, on peut nommer les sœurs Notre-Dame des Apôtres et les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Elles assistent le missionnaire dans l'enseignement du catéchisme et se consacrent spécialement dans la promotion de la femme africaine. Formation, accueil de jeunes filles dans les internats, enseignement, visite aux malades, dispensaires. Très tôt, elles reçoivent au sein de leur congrégation des jeunes filles africaines désireuses de vivre comme elles. Elles donnent ainsi naissance à des congrégations autochtones. À cette époque, celui qui partait aux colonies était persuadé qu'il apportait les bienfaits d'une civilisation à un pays vivant dans l'obscurantisme. La culture africaine étant transmise de bouche à oreille, les premiers voyageurs ont cru que c'étaient des peuples sauvages et sans culture qu'ils rencontraient. Il a fallu des missionnaires, comme le père Aupiet, pour lutter contre les préjugés de l'époque. En 1925, avec Paul Razumé, futur écrivain béninois, il a créé la revue Reconnaissance africaine pour aider les jeunes étudiants à collecter auprès de leurs familles les richesses culturelles transmises de génération en génération et pour essayer d'ouvrir l'Occident à la culture nègre. Cette dernière a eu une très grande influence sur l'art moderne. À l'aide d'expositions et avec la création d'un musée africain, les missions africaines ont contribué
à faire connaître la civilisation et l'art africain à travers les objets quotidiens et rituels de ces pays. Cette congrégation est encore aujourd'hui un lieu d'échange entre l'Occident et les pays d'Afrique. Une série de cartes postales anciennes de la collection de Gérard Voisin nous retrace l'aventure des pères des missions africaines, ces ardents pionniers du Christ et merveilleux propagateurs de l'influence française, comme on peut le lire au dos de cette carte postale. Le missionnaire, personnage mythique en ce début du XXe siècle, a fait de nombreux émules. Dès l'âge de 11-12 ans, de jeunes garçons rêvent de partir et de donner leur vie dans ces contrées sauvages. Des séminaires ont vu le jour. Ainsi, les missions africaines ont construit un petit séminaire appelé École apostolique à Rezé, dans la région de Nantes. Ces jeunes suivent une formation scolaire classique sanctionnée par des diplômes d'État. Mais en même temps, ils sont sensibilisés très tôt à l'Afrique. Ce sont les missionnaires eux-mêmes qui donnent l'enseignement. Ils ont souvent derrière eux plusieurs années de mission. Partir en Afrique, c'était l'aventure. Il n'y avait pas encore d'infrastructure pour se déplacer à travers le pays. Le missionnaire ne reste pas uniquement dans les grands centres, mais il s'en va à la rencontre des Africains au plus profond de la brousse. Pour cela, il emprunte les moyens de locomotion du lieu, des pirogues légères pour traverser fleuves et lagunes. La moto connaît rapidement un vif succès, car elle peut passer sur des sentiers impossibles aux 4 roues. L'image du missionnaire dans une chaise à porteur peut choquer aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est essentiellement pour répondre dignement à l'invitation d'un chef coutumier que le missionnaire utilise ce moyen de transport. Le plus souvent, la tournée en brousse s'effectue à pied ou avec une bicyclette que l'on peut facilement porter dans les endroits marécageux. Avec les moyens du bord, le missionnaire construit des chapelles qui souvent servent d'école. Ces constructions sont assez proches du modèle des habitations locales. Elles sont recouvertes de chaumes ou de feuilles de palmier tressées. Dans un souci d'inculturation, certains lieux de culte empruntent à l'art africain. L'église de Natitingou de l'époque n'est pas sans rappeler le Tata Somba, habitation du Nord Bénin en forme de petit château. Dans les grands centres, ce sont des bâtisses plus imposantes pour exprimer la solidité de l'implantation de l'Église. Partir en Afrique, annoncer Jésus-Christ, est le but du missionnaire. Mais cette annonce passe par l'engagement dans la promotion humaine. Pour rejoindre la population, le missionnaire s'est lancé dans la création d'écoles contribuant à l'émergence d'une élite. Ainsi, le Dahomey a été surnommé le quartier latin de l'Afrique. Il fournissait de nombreux employés et fonctionnaires
pour les services administratifs des colonies françaises. Le souci de la formation s'étendait aussi aux écoles professionnelles, afin de donner un métier aux jeunes dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie ou de l'agriculture. Le missionnaire a fait naître des communautés chrétiennes. Les catéchistes formés par lui sont une aide indispensable dans la naissance et la croissance de ces communautés. Au début en Afrique, le clergé était essentiellement composé d'occidentaux. Pour permettre aux églises locales de devenir rapidement autonomes, les missions africaines ont concentré leurs efforts dans la formation d'un clergé local. Comme en France, des petits et grands séminaires ont vu le jour. De ceux-ci est sorti un clergé autochtone important. L'Église est devenue indépendante avec ses évêques et ses prêtres et même ses missionnaires. Dans l'œuvre de promotion humaine, il faut noter la place des religieuses qui, elles aussi, sont de véritables pionnières. Elles n'ont pas eu peur de quitter leur pays et leur confort pour partir au service de l'Africain, spécialement le plus abandonné. Parmi les principales collaboratrices des missions africaines, on peut nommer les sœurs Notre-Dame des Apôtres et les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Elles assistent le missionnaire dans l'enseignement du catéchisme et se consacrent spécialement dans la promotion de la femme africaine. Formation, accueil de jeunes filles dans les internats, enseignement, visite aux malades, dispensaires. Très tôt, elles reçoivent au sein de leur congrégation des jeunes filles africaines désireuses de vivre comme elles. Elles donnent ainsi naissance à des congrégations autochtones. À cette époque, celui qui partait aux colonies était persuadé qu'il apportait les bienfaits d'une civilisation à un pays vivant dans l'obscurantisme. La culture africaine étant transmise de bouche à oreille, les premiers voyageurs ont cru que c'étaient des peuples sauvages et sans culture qu'ils rencontraient. Il a fallu des missionnaires, comme le père Aupiet, pour lutter contre les préjugés de l'époque. En 1925, avec Paul Razumé, futur écrivain béninois, il a créé la revue Reconnaissance africaine pour aider les jeunes étudiants à collecter auprès de leurs familles les richesses culturelles transmises de génération en génération et pour essayer d'ouvrir l'Occident à la culture nègre. Cette dernière a eu une très grande influence sur l'art moderne. À l'aide d'expositions et avec la création d'un musée africain, les missions africaines ont contribué à faire connaître la civilisation et l'art africain à travers les objets quotidiens et rituels de ces pays. Cette congrégation est encore aujourd'hui un lieu d'échange entre l'Occident et les pays d'Afrique.